Je l'ai su dès que nous avons franchi la porte. Il y avait un problème. Ce n'était peut-être pas seulement le silence pesant ou l'odeur de moisissure qui flottait dans l'air. C'était le bruit, bas et lointain, comme si quelqu'un trébuchait dans les couloirs vides. Mes amis ne semblaient rien avoir entendu lorsque je les ai regardés. Peut-être que mon esprit me jouait des tours. Mais il y avait quelque chose dans l'air qui m'empêchait de me calmer. Je savais que nous n'étions pas censés être là. Même si l'hôpital psychiatrique était vide depuis des décennies, nous avions presque la certitude que nous n'étions pas seuls. Les murs étaient humides et écaillés, recouverts de graffitis semblant raconter les cauchemars de ceux qui avaient osé entrer. Certaines parties du toit s'effondraient, laissant passer un froid qui pénétrait jusqu'aux os. Je sentais ce poids dans l'air de plus en plus à mesure que nous avancions dans les couloirs. C'était comme si l'hôpital nous observait. Les carreaux cassés et vieux du sol craquaient à chaque pas. Le bruit semblait se propager à travers les couloirs, déformé, comme si quelqu'un d'autre suivait nos pas. Puis, je l'ai entendu de nouveau. Ce bruit de pas traînant, mais cette fois, il n'était plus si lointain. Il avançait dans la même direction que nous. Mon cœur battait si fort que je me suis figé sur place. L'un de mes amis, qui semblait plus fort, rit pour détendre l'atmosphère en voyant à quel point j'étais mal à l'aise. Il n'y a personne ici, allez. C'est juste un vieux bâtiment. Les bruits, c'est normal, dit-il sans trop y réfléchir. Mais je savais que ce n'était pas ça. Notre chemin nous mena à l'aile isolée bien connue, là où le patient disparu avait été vu pour la dernière fois avant que l'hôpital ne ferme brutalement. Selon l'histoire, il était violent et n'aurait jamais dû être relâché. Pourtant, après le départ du personnel, son corps n'a jamais été retrouvé. Certains disaient qu'il s'était échappé, d'autres qu'il était mort là, dans l'obscurité. Le froid était encore plus mordant lorsque nous sommes enfin arrivés devant la porte de l'isolement. Un silence trop lourd régnait. La porte entr'ouverte semblait nous inviter à entrer, mais je savais que c'était le pire endroit où aller. J'hésitais un instant avant de faire un pas vers la porte ouverte. L'air devenait glacial, et je sentais une pression sur mes côtes qui rendait ma respiration difficile. Mes amis, eux, continuaient d'avancer, bien que je sentisse que leurs pas devenaient plus lents et plus prudents. Le couloir de l'aile d'isolement était long et étroit, et à chaque pas, nous avions l'impression de nous enfoncer dans quelque chose de plus sombre et de plus épais. Des marques de griffures couvraient les murs, et le sol était jonché de débris et de vieux papiers. Là-bas, chaque son était amplifié. Nous marchions, et les murs répercutaient nos pas, donnant l'impression que quelqu'un marchait juste derrière nous. Le pire moment fut lorsque nous arrivâmes devant la première cellule. La porte était ouverte, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir une silhouette dans le coin. Ce n'était qu'une ombre qui disparut quand j'ai regardé de plus près. Mon cœur s'emballa. Mon esprit me jouait-il des tours, ou avais-je vraiment vu quelque chose? Tu l'as vu? C'était une question murmurée, mais personne ne répondit. Avancer semblait être la seule option pour tout le monde. Je savais que quelque chose clochait à cause de ce silence. L'hôpital ne semblait pas seulement tomber en ruine autour de nous, il y avait une présence que nous ne pouvions pas voir. Soudain, nous avons entendu des pas lourds et traînants résonner dans le couloir derrière nous. En me retournant rapidement, je ne vis rien. Je m'attendais à voir quelqu'un ou quelque chose. Il n'y avait que de longues ombres et ce bruit qui semblait venir de partout. J'essayais de garder mon calme en disant « Sortons d'ici », mais il était évident que mes amis commençaient aussi à avoir peur. Nous étions terrifiés et trop loin pour faire demi-tour. L'air devenait de plus en plus épais, comme si l'hôpital respirait autour de nous. Un cri terrifiant brisa le silence au moment où nous étions sur le point de continuer. Il venait de plus loin, de l'aile d'isolement, là où l'obscurité régnait. Ce cri ne ressemblait pas à celui d'un humain. C'est à ce moment-là que nous avons compris que nous n'étions pas seuls. Je ne pouvais pas me sortir ce cri de la tête alors que nous restions figés, incapables d'avancer ou de reculer. Il pouvait ressentir la peur qu'il avait déjà éprouvée auparavant. En regardant dans les yeux de mes amis, je vis la terreur. C'est à ce moment-là que je compris ce que nous pensions tous. Quelqu'un nous observait, et nous n'avions aucun contrôle sur ce qui se passait dans cet hôpital. Nous avançâmes de quelques pas, nous rapprochant de l'endroit d'où provenait le cri. Quelques instants plus tard, les lumières s'éteignirent dans tout le couloir après avoir vacillé violemment. Le silence revint, mais il n'était pas apaisant. Il était si lourd qu'il nous faisait douter de chaque ombre et de chaque recoin. « Tu as vu ça ?» demanda l'un de mes amis d'une voix tremblante en pointant le bout du couloir. La porte était à moitié ouverte. Cette fois, cependant, je vis une personne au lieu d'une ombre. Grande et mince, elle était difficile à distinguer à travers les fenêtres brisées qui laissaient passer un maigre filet de lumière. Elle se tenait immobile et nous observait de l'autre côté de l'embrasure. J'eus l'impression que la température avait chuté instantanément, l'air devenait de plus en plus froid. Cette silhouette n'était pas humaine. Je le sentais jusque dans mes os. C'était comme si l'hôpital tout entier nous attirait vers elle, nous empêchant de nous échapper. L'un de mes amis, pris de panique, se précipita vers la porte,
peut-être pour s'enfuir ou affronter ce qui l'attendait. Mais nous perdîmes sa trace dès qu'il franchit le seuil. La porte se referma bruyamment, et un second cri retentit de l'autre côté. Cette fois, c'était sa voix. « Ouvre-la » criai-je en courant vers la porte, mais elle était verrouillée. Elle ne bougeait pas. Je frappai fort pour essayer de la briser, mais rien n'y fit. Derrière la porte, le silence était si profond qu'il semblait que l'hôpital l'avait absorbé. Nous étions tous deux paralysés par la peur, échangeant des regards d'effroi. Nous ne voulions pas rester, mais nous ne pouvions pas non plus l'abandonner. C'est alors que le son de pas lents revint, mais cette fois, il s'accélérait. Il n'y avait nulle part où fuir, car ils avançaient dans le couloir depuis l'extrémité. Ce que nous avions ressenti depuis le début était réel, et cela venait pour nous. Les pas résonnaient de plus en plus fort. Je ne pouvais presque plus rien entendre d'autre, mon cœur battait si fort. La porte derrière laquelle notre ami avait disparu restait fermée, comme si elle était scellée par une force invisible. Nous frappions de toutes nos forces, mais sans succès. Les choses avaient changé. Les lumières recommencèrent à clignoter alors qu'un vent glacial soufflait dans le couloir. Ce genre de vent n'avait rien à faire dans cet endroit clos. Une odeur de décomposition ancienne flottait dans l'air. Nous savions que nous ne devions pas avancer, mais nous ne pouvions pas non plus rester sur place. Nous étions piégés. Finalement, la porte s'ouvrit lentement d'elle-même, émettant un grincement sourd. Cette silhouette grande et mince que nous avions aperçue plus tôt n'était plus là. En revanche, le passage derrière la porte semblait très différent. Les murs autrefois couverts de moisissures et de peintures écaillées étaient maintenant tachés de sang frais. Le sol était composé de terre et de débris, et un bruit lointain résonnait, comme si quelque chose coulait lentement. Je continuais de me répéter, il ne peut pas être mort, persuadé qu'il devait y avoir un moyen de le sortir de là. Nous avancions lentement, scrutant chaque recoin, craignant que la présence que nous sentions depuis le début ne soit plus proche qu'on ne le pensait. Les gouttes devinrent de plus en plus audibles à mesure que nous progressions. C'est alors que nous le vîmes. Juste devant nous, sur le sol, une traînée de sang menait à l'une des chambres ouvertes. La porte de la cellule, en vieux fer, oscillait doucement, comme si quelqu'un venait d'y entrer. Je m'arrêtai net. Il y avait un problème. Nous avançâmes lentement vers elle, et la lampe torche dans ma main tremblait. Je savais que ce qui se trouvait derrière cette porte allait tout changer, mais je ne pouvais plus reculer. Après avoir poussé la porte, je le vis. Notre ami était étendu sur le sol. Il fixait le plafond, les yeux ouverts, mais sans vie. Des marques sur sa peau ressemblaient à celles laissées par quelqu'un ou quelque chose qui l'aurait attrapé et tiré. Du sang recouvrait son corps. Aussitôt, l'air devint épais, presque irrespirable. Nous l'avons entendu avant même de pouvoir réfléchir à ce que nous venions de découvrir. Depuis l'extérieur de la cellule, un souffle lourd et forcé se faisait entendre. Le patient disparu était là, nous le savions. Nous ne sortirions pas vivants de cet endroit si nous ne fuyions pas. Nous restâmes figés en entendant cette respiration dans l'obscurité. Elle était profonde et pesante, comme si elle provenait de quelque chose caché derrière l'hôpital qui avait attendu des années. Je ne pouvais plus bouger, mais je savais que nous allions mourir là si nous ne faisions rien. Il fallait fuir. « Courez !» criai-je, mais je n'avais pas le temps de m'assurer que mes amis m'avaient entendu. L'air devenait trop rare, et avant que je puisse faire quoi que ce soit, les lumières s'éteignirent brusquement, plongeant toute la pièce dans l'obscurité pour un instant. À ma grande surprise, je pouvais entendre mon cœur battre dans mes oreilles. Puis, j'entendis le bruit de quelque chose qui traînait. Au début, je ne le vis pas. Je sentais seulement sa présence. Cette grande silhouette sombre que nous avions aperçue auparavant était là. Elle nous regardait droit dans les yeux, et j'avais l'impression que tout l'hôpital conspirait pour nous retenir avec elle. Pourtant, je ne me retournais pas. Je savais que je ne sortirais pas vivant si je le faisais. En courant dans le couloir, nos pas lourds résonnaient sur les murs et le sol comme un écho maudit. Nous pensions nous rapprocher de la sortie, mais quelque chose nous bloquait toujours. Soudain, des portes se fermèrent brusquement. À mesure que l'air devenait plus dense, respirer devenait presque impossible. Une sensation me disait que l'hôpital était vivant et insidieux. Je pouvais entendre les cris désespérés de mes amis derrière moi. Puis le son s'arrêta. L'un d'eux cessa de bouger. Pendant une fraction de seconde, je tournai la tête et vis l'ombre, cette figure sombre, se refermer sur lui. Le bruit qu'il faisait s'arrêta net. Une terreur absolue m'envahit lorsque je réalisai qu'il n'était plus avec nous. J'atteignis la porte principale avec mon dernier souffle. Elle était fermée, comme si elle n'avait jamais été ouverte. Elle ne bougeait pas, peu importe la force avec laquelle je la frappais. Je sentais l'ombre s'approcher de moi, accompagnée du froid qui l'entourait. C'est à ce moment-là que je compris que tout était fini. Mais alors que j'étais sur le point d'abandonner, la porte s'ouvrit soudainement. Je me précipitai dehors. Dès que je franchis le seuil, l'air frais frappa mon visage. Même si mes pieds me faisaient souffrir, je continuais de courir jusqu'à être très, très loin de cet endroit abominable.
Pas un son ne provenait de l'hôpital lorsque je me retournai. Je savais pourtant que ce n'était pas le cas. La présence était toujours là, et quiconque essaierait d'entrer aurait bien du mal à en sortir. Le premier son que nous avons entendu était un cri. Un bruit terrible venait du fond de l'hôpital abandonné. Au début, je pensais que c'était le vent, mais je savais que je ne pouvais pas me tromper, c'était le cri de quelqu'un en proie à une douleur insupportable. Nous étions un groupe d'amis à la recherche d'une aventure excitante. Nous voulions entrer dans cet hôpital où des expériences terribles auraient été menées pendant la Seconde Guerre mondiale. Personne n'en était jamais ressorti vivant. Les habitants de la région disaient que les soldats soignés à l'infirmerie disparaissaient ou mouraient de manière étrange. Depuis, ils racontaient que les nuits de tempête, on pouvait encore entendre des cris résonner dans les couloirs. Nous avions décidé de vérifier cela par nous-mêmes. La porte principale étant verrouillée, nous avons contourné le bâtiment et trouvé une fenêtre brisée qui nous a permis d'entrer. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé d'odeurs de moisissure et d'une autre senteur, celle du sang séché mêlé à des années de poussière. Nos lampes torchées étaient notre seule lumière alors que nous avancions dans le couloir principal. Des taches sombres maculaient les murs, et des morceaux de vieux lits et de fauteuils roulants rouillés traînaient, comme abandonnés en plein exode. Malgré l'inconfort, nous ne pouvions pas reculer. Notre curiosité était trop forte. C'est alors que nous l'avons entendu de nouveau. Le même cri, mais cette fois plus proche et plus fort. Il venait de l'infirmerie, à l'autre bout du couloir. Ce son était impossible à ignorer, on aurait dit que la douleur était emprisonnée dans les murs. Thomas, l'un de mes amis, me regarda avec un sourire qui me glaça le sang. C'est de la folie. Il murmura, il ne devrait y avoir personne ici, mais il était évident que la peur nous gagnait tous peu à peu. Nous avançâmes lentement vers la porte de l'infirmerie. Elle était fermée, mais pas verrouillée. Avec une simple poussée, elle s'ouvrit, révélant l'endroit où les cris semblaient prendre vie. L'air de l'infirmerie était encore plus étouffant, presque suffocant, et les lits étaient alignés en rang droit, recouverts de draps jaunis, comme si les infirmières attendaient encore leurs patients. Il était difficile de respirer dans l'hôpital à cause de l'épaisseur de l'air. Les draps anciens sur les lits les faisaient paraître parfaitement alignés, comme s'ils attendaient le retour des patients. Ce qui me dérangeait le plus, ce n'était pas les lits, mais le silence mortel qui suivit le dernier cri. On aurait dit que l'hôpital retenait son souffle, attendant que quelque chose de terrible se produise. Nous illuminions la pièce avec nos lampes torchées, et je vis quelque chose qui me glaça le sang. Des griffures couvraient les murs, mais elles étaient difficiles à distinguer à cause de la poussière. Quelqu'un ou quelque chose avait tenté désespérément de s'échapper. En m'approchant de l'un des lits au fond de la pièce, mon cœur battait plus fort. Je ne voulais pas regarder de trop près les taches sombres sur le matelas endommagé. Thomas, naturellement curieux, s'approcha de l'une des fenêtres. Elle était fermée et recouverte d'une épaisse couche de poussière. Il la nettoyait avec sa main quand, tout à coup, ses doigts s'arrêtèrent. Quelque chose était écrit sur la poussière. Les mots semblaient gravés dans le verre depuis longtemps, car ils étaient à peine lisibles. Thomas lut, « À l'aide ». Il s'exclama, « Mon Dieu, ce n'est pas normal ». L'un des lits à l'arrière de l'infirmerie bougea juste au moment où nous nous apprêtions à partir. Le bruit était léger, un grincement sourd, mais suffisant pour nous immobiliser tous. Nous avons braqué nos lampes sur le lit, et à ce moment-là, l'air changea. Le froid ambiant fit vaciller les lumières de nos torchets. « Tu as vu ça ?» demandai-je même si ce n'était pas nécessaire. Nous avions tous vu la même chose, ce lit qui n'aurait jamais dû bouger tout seul. Le silence fut brisé par un son encore plus effrayant. Le bruit de l'eau ou du sang gouttant depuis le plafond. Ce que nous vîmes me fit presque lâcher ma lampe torche en levant les yeux. Des traînées sombres traversaient le plafond. Elles semblaient toutes fraîches, comme si quelqu'un venait de saigner à cet endroit. Un autre cri retentit dans l'hôpital avant que nous ne puissions réagir. Cette fois, il était tout près de nous, derrière l'un des lits. Peu importe où nous regardions, il était clair que quelque chose nous suivait. Le cri résonnait dans l'hôpital comme une boucle interminable, et j'étais tellement terrifié que mes jambes tremblaient. Je savais qu'il y avait quelqu'un avec nous, je ne pouvais simplement pas voir de quoi il s'agissait. Le bruit venait de derrière les lits, mais lorsque nous pointions nos lampes torchées dans cette direction, tout ce que nous voyions, c'était des ombres qui s'allongeaient de plus en plus, comme si elles étaient vivantes. Pablo dit d'une voix tremblante, « Il faut qu'on quitte cet endroit. » On le croyait toujours le plus fort, mais maintenant, il était trop effrayé pour bouger. Avec les yeux fixés sur l'endroit d'où venait le cri, Thomas ne disait rien. Il se contentait de reculer lentement vers la porte. L'un des lits les plus proches de la sortie bougea de quelques centimètres vers nous avant que nous ne puissions réagir. Personne ne l'avait touché. Mon cœur s'emballa lorsque j'entendis le grincement du cadre métallique du lit sur le sol en marbre. La pièce était vide. Je murmurai, « Non, ce n'est pas possible. » La peur me paralysait.
Les lumières de nos lampes commençaient à clignoter et à s'éteindre de plus en plus vite. C'était comme si l'énergie du lieu était aspirée, comme si quelque chose absorbait toute la vie présente dans le bâtiment. Le goutte à goutte que nous avions entendu auparavant se transforma soudainement en un déluge. Une épaisse tache sombre commença à tomber du plafond, recouvrant les lits et le sol. Mes mains tremblaient tellement que je faillis lâcher ma lampe torche lorsque je la levai. Il y avait un visage, ou quelque chose qui ressemblait à un visage, nous observant depuis la tache. C'était déformé et creux. Thomas brisa enfin le sortilège de peur qui nous paralysait en criant « Courez !» Nous nous retournâmes tous en même temps et courûmes vers la porte de l'hôpital. Mais lorsque nous arrivâmes, la porte claqua juste devant nous, comme si quelqu'un la bloquait de l'autre côté. Pablo la frappait de toutes ses forces, mais elle ne céda pas. Au même moment, un bruit se fit entendre. C'était un murmure, presque inaudible au début, mais il s'amplifiait au fil des secondes. Les mots ressemblaient à une prière, mais ils étaient difficiles à comprendre. Je jetai un coup d'œil au lit. On aurait dit que quelque chose tirait sur les draps, mais ce n'était ni une personne ni une créature identifiable. Une grande partie du sol était maintenant recouverte de taches sombres, et les ombres semblaient se rapprocher de plus en plus de nous. « Qui est là » criai-je. Il n'y eut aucune réponse. Il n'y avait que le bruit des prières au loin et cette certitude croissante que quelque chose d'autre allait se manifester. Les prières continuaient, emplissant l'hôpital. Le son devenait de plus en plus fort et déformé, comme si des dizaines de voix parlaient en même temps. Les draps des lits bougeaient sans cesse, comme si quelqu'un ou quelque chose les tirait. Je suffoquais, l'air était si lourd et terrifiant. Nous étions piégés. « Ce n'est pas possible » dit Pablo d'une voix basse en frappant encore et encore la porte. Même si ses coups résonnaient dans le couloir, la porte restait obstinément fermée, comme scellée. Je ne trouvais aucun signe ni aucune idée pour m'échapper de ce cauchemar lorsque je regardais Thomas. Ses yeux étaient fixés sur le plafond. Nos regards se croisèrent, et un frisson me parcourut l'échine. La tache sombre sur le plafond, là où le sang avait commencé à couler, avait pris une forme. Comme si elle se détachait du plafond, une silhouette glissa lentement vers le bas. Elle tendit vers nous ses bras longs et fins. Ce n'était pas une personne, c'était une ombre faite de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Quelque chose qui n'avait pas sa place dans ce monde. « C'est là » cria Thomas. « Regardez » en pointant du doigt, mais nous n'avions plus besoin de l'entendre. Nous avions tous vu la même chose. La chose descendait lentement et se rapprochait des lits, sa forme tordue et distordue. Puis, des pas se firent entendre. Des pas lourds, lents et traînants. Ils venaient de l'autre bout de l'hôpital, là où le couloir devenait de plus en plus sombre à mesure qu'on s'éloignait. Lorsque je regardais dans cette direction, je vis quelque chose de pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Derrière nous, nous pouvions voir une silhouette vêtue d'un vieil uniforme ensanglanté avancer vers nous. Il avait une cicatrice sur le visage et tenait quelque chose de brillant dans ses mains. Une vieille scie, comme celle que les médecins utilisaient pour amputer les membres pendant la guerre. Je savais que ce n'était pas un humain. Il faut sortir d'ici, maintenant. La porte refusait de s'ouvrir, peu importe à quel point je criais. On aurait dit que l'hôpital voulait nous étouffer, resserrant les murs autour de nous. Le souffle lourd de mes amis résonnait, et je savais que nous étions sur le point de céder. À cet instant précis, les lumières s'éteignirent un instant, plongeant tout dans une obscurité totale. Quelqu'un posa une main glacée sur mon épaule et souffla un air froid contre ma nuque. Je me retournai rapidement, mais il n'y avait personne. Je sentais pourtant que quelque chose se trouvait à quelques centimètres de moi. Les murmures et les prières étaient maintenant tout près de nous, comme si les voix récitaient un rituel terrifiant. Puis j'entendis les mots qui firent s'arrêter mon cœur net, « Personne ne sort ». Je pouvais à peine les comprendre. « Personne ne s'en sort » résonnait dans ma tête, comme une sentence de mort. J'étais persuadé qu'il y avait quelque chose dans cet hôpital qui ne nous laisserait pas partir vivants. La peur se lisait dans les yeux de tout le monde. La silhouette en uniforme ensanglanté continuait d'avancer, et sa vieille scie étincelait faiblement dans la lumière tamisée. Il semblait y avoir une ligne de non-retour à chaque pas que je faisais. Thomas cria, « Courez, mais où pourrions-nous aller ?» La porte refusait de s'ouvrir, malgré tous les efforts. Nous étions pris au piège dans l'hôpital. Pablo recula d'un pas et regarda l'une des fenêtres sales. « Brise la vitre !» criai-je, désespéré de m'échapper. Pablo lança une des vieilles chaises contre la vitre de toutes ses forces. Le fracas du verre qui se brisait était si fort que j'eus un instant l'impression que nous avions une chance. Mais lorsque Pablo tenta de sortir, quelque chose attrapa son pied. Une main pâle, squelettique, sortie du mur, attrapait Pablo. Il se faisait tirer en arrière, happé dans l'obscurité comme si l'hôpital lui-même avait pris vie. Il criait et luttait pour se libérer, mais la force qui le retenait était trop puissante. Je le vis disparaître lentement dans les ténèbres. Ses cris s'arrêtèrent alors que l'hôpital l'engloutissait. Thomas et moi étions terrifiés. La silhouette à la scie continuait de se rapprocher, et les ombres sur les murs bougeaient comme si elles étaient vivantes.
Nous n'avions plus de temps. L'hôpital nous prendrait un par un si nous ne faisions rien. Par ici. Thomas montra une petite porte dans un renfoncement que nous n'avions pas vu auparavant. Nos cœurs battaient à tout rompre alors que nous courions vers elle. En avançant, je ne pouvais m'empêcher de penser à Pablo, à ses cris, et à ce qu'il avait emporté. Lorsque nous poussâmes la porte, elle s'ouvrit, à notre grande surprise. Nous n'avions pas d'autre choix que de plonger dans l'obscurité de l'autre côté. Nous courions à travers le couloir étroit et sombre, priant pour que ce soit la sortie. Les murs semblaient se refermer sur nous à mesure que nous courions. Les prières continuaient, devenant de plus en plus fortes et exigeantes. Je ne pouvais pas m'arrêter, même si les ombres semblaient essayer de saisir mes bras. Nous courions jusqu'à ce qu'une lumière apparaisse. La sortie, une porte en métal au bout du couloir. Nous nous précipitâmes hors d'haleine, et au moment où Thomas frappa la porte pour l'ouvrir, l'homme en uniforme apparut soudainement. Il n'était qu'à quelques mètres de nous. Mon cœur s'arrêta. Nous étions si près. Thomas mit toute sa force pour pousser la porte. Quand nous sortîmes à l'extérieur, l'air frais nous frappa en plein visage, et c'était comme une délivrance. L'homme s'arrêta juste devant la porte, nous observant depuis l'intérieur de l'hôpital. Il ne pouvait pas franchir le seuil. Il était retenu dans l'hôpital avec les cris, les ombres et les âmes piégées. Alors que nous tombions au sol, tremblants, les prières résonnaient encore dans nos esprits. Mais l'hôpital, lui, s'était tu. Même si nous étions dehors, nous savions que l'horreur était toujours là, prête à se réveiller. Car tout le monde n'avait pas réussi à s'échapper. Dès que nous avons franchi la porte de cet hôpital abandonné, nous savions que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement l'état délabré du bâtiment, avec ses murs poussiéreux et moisis. Pour une raison obscure, on avait l'impression que l'hôpital était encore vivant. Nous le savions avant même de pousser la porte, mais nous l'avons fait malgré tout, par curiosité ou peut-être par orgueil. Cet endroit m'était familier. Un hôpital fermé en urgence après une série de chirurgies étranges qui avaient mal tourné. Le médecin responsable s'était évanoui dans la nature, et personne ne l'avait jamais retrouvé. Certains disaient qu'il avait perdu la tête, d'autres qu'il était mort avec ses patients. Mais les histoires les plus effrayantes prétendaient qu'il n'était jamais vraiment parti. Qu'il était encore là, prêt à réaliser de nouveaux tests sur ceux qui osaient entrer. Nous étions trois, Raoul, Thomas et moi. Il y avait quelque chose de fascinant et de vivant dans cet hôpital qui nous donnait envie de rester. Nous ne savions pas ce que nous allions trouver. Un frisson me parcourut lorsque nous ouvrîmes les vieilles portes du bloc opératoire. Cette pièce avait une atmosphère différente, plus lourde, qui nous donnait l'impression qu'une force invisible pressait sur nos poitrines. Il semblait absurde que la salle d'opération soit restée inchangée. Sur les tables, les instruments de chirurgie avaient l'air d'avoir été laissés là tout récemment. Pourtant, le sol sentait le métal et les produits chimiques, et il y avait des taches sombres que je préférais ne pas examiner de trop près. Thomas s'approcha de l'une des tables et dirigea sa lampe torche sur un couteau rouillé. Il plaisanta, « Tu crois que quelqu'un l'utilise encore ?» mais sa voix tremblait légèrement. Personne ne répondit. Raoul, toujours le plus méfiant, avançait lentement, scrutant chaque recoin. Puis, un bruit rompit le silence. Un bruit métallique tombant derrière nous. Nous nous retournâmes vivement. L'un des scalpels venait de tomber tout seul, et nous entendîmes alors un léger bruit, comme un souffle derrière nous. « Tu entends ça ?» C'était un murmure, mais nous savions au fond de nous que nous n'étions pas seuls. Le couteau heurta le sol avec un fracas qui résonna dans toute la pièce vide. Nous restâmes immobiles un instant, essayant de trouver une explication logique, mais la réalité semblait de plus en plus distante. Le son de la respiration, doux mais régulier, persistait. C'était comme si quelqu'un nous observait depuis l'obscurité. Raoul demanda à voix basse, « Tu as vu ça ?» Il pointait du doigt l'endroit où le couteau était tombé. Je ne répondis pas, car je ne voulais pas dire ce que j'avais vu, l'instrument n'était pas simplement tombé tout seul. Il avait été poussé. Thomas tenta de rire nerveusement, mais les lumières clignotèrent, et son rire s'éteignit. Il y eut un court instant où la pièce fut complètement plongée dans l'obscurité, et je sentis une présence. Je ne me faisais pas des idées. Il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce avec nous. Quand les lumières revinrent, tout semblait à sa place, mais un des scalpels avait disparu de la table. « Ça n'a pas de sens, » dit Thomas, tentant de maîtriser sa colère. Il contourna un vieux lit pour se diriger de l'autre côté de la pièce. Puis, nous entendîmes un bruit plus fort, comme si quelque chose de lourd se déplaçait à l'étage. Les échos résonnaient dans l'hôpital vide, mais ce son-là était différent. Il était trop clair, trop réel. Raoul s'approcha de l'une des tables d'opération. Le couteau restant brillait à la lumière de la torche. Il avait l'air neuf, comme si personne ne l'avait utilisé depuis des jours. Il examina les instruments et dit, « Il y a quelque chose qui cloche ici. » Quand nous avons entendu ce bruit, nous avons su que c'était mauvais. Quelque part dans l'hôpital,
le bruit d'une porte qui s'ouvrait lentement se fit entendre. La porte menant à la salle où les corps étaient entreposés. Tous se regardèrent, sachant qu'ils devaient découvrir l'origine de ce bruit. Thomas dit, « Il faut vérifier », mais sa voix était plus tremblante que courageuse. « Ça ne peut pas être quelque chose, n'est-ce pas ?» En avançant dans le couloir, le bruit de la porte qui restait entr'ouverte donnait l'impression que quelqu'un la poussait lentement. Le froid nous frappa lorsque nous atteignîmes le seuil. Il faisait bien plus froid là que dans le reste de l'hôpital. Nous poussâmes la porte pour l'ouvrir entièrement, et ce que nous vîmes me fit mal aux yeux. Un des brancards métalliques, au centre de la salle de stockage, était ouvert. Et ce qui se trouvait dessus était impossible à ignorer, un corps enveloppé dans un drap blanc qui commençait à bouger lentement. Sous le drap, la silhouette semblait bouger lentement, comme après un long sommeil. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Personne n'eut le courage de s'approcher. Cela paralysa Raoul, qui avait toujours été le plus méfiant, le laissant fixer le brancard métallique. La voix de Thomas était à peine audible quand il demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Nous connaissions tous la réponse, mais nous ne voulions pas la prononcer. Sous ce drap, il y avait quelqu'un ou quelque chose. Le pire, c'est que cela semblait être vivant. Le bruit du drap effleurant la peau résonnait dans la salle de stockage. L'air devint encore plus glacial qu'auparavant. Avant, la respiration semblait venir des ombres. Maintenant, elle était plus forte et plus proche. Thomas recula et trébucha contre une table, provoquant un bruit sourd. Après une courte pause, la silhouette sous le drap commença lentement à se lever. On aurait dit qu'elle avait entendu quelque chose. Même si mon instinct me disait de fuir, mes jambes refusaient de bouger. Le drap tomba au sol, révélant ce qui se cachait en dessous. C'était un corps humain, mais pas n'importe quel corps. Il portait un vieux tablier médical taché de sang séché. Son visage pâle et ridé semblait être resté là pendant des années. Le moment le plus terrifiant fut lorsqu'il leva la tête et que je vis son visage. C'était le médecin. Le médecin qui était toujours là. Ses yeux étaient tristes, mais ils n'étaient pas vides. Il nous observait, comme s'il savait que nous serions les prochains à subir ces horribles expériences. Son visage se crispa en une sorte de rictus, mais ce n'était en réalité qu'une expression de colère. L'air autour de nous devint si lourd qu'il en devenait douloureux, et j'avais l'impression que nous ne pouvions plus bouger. C'était comme si l'hôpital avait décidé que nous ne partirions pas. Le sort fut enfin brisé par le cri de Raoul, « Il faut qu'on sorte d'ici ». À cet instant précis, le chirurgien fit un pas vers nous. Il avançait lentement mais d'un pas sûr, comme s'il savait que nous ne pouvions pas nous échapper. La porte claqua violemment derrière nous. Le bruit résonna contre les murs de la salle de stockage. Nous étions enfermés. Les lumières clignotaient, et à chaque flash, la silhouette du chirurgien disparaissait puis réapparaissait. Il saisit un couteau sur l'une des tables d'une main tremblante. Nous savions tout ce qui allait se passer ensuite. Thomas se précipita vers la porte, désespéré de l'ouvrir. Il poussait et frappait la poignée, mais elle restait obstinément fermée. Sa voix tremblait lorsqu'il cria « Ça ne s'ouvre pas ». Le docteur se rapprochait à chaque seconde qui passait. Quand je regardais Raoul, je tentais de trouver une issue, mais il n'y en avait aucune. Il fallait fuir. Le médecin leva la lame avec un calme dérangeant, prêt à reprendre son travail. Le couteau du chirurgien reflétait la lumière vacillante de nos lampes. Ses pas lents devenaient de plus en plus audibles. J'étais tellement terrifié que mon corps tout entier tremblait, et mes pieds semblaient collés au sol. Nous étions coincés avec un médecin fantomatique, prêt à continuer ses effroyables expériences. Thomas hurla, « Ouvre cette foutue porte », en frappant et en tirant de toutes ses forces sur le verrou. C'était comme si l'hôpital nous avait condamnés, car la porte ne bougeait pas. Raoul était figé, incapable de détourner son regard du chirurgien. Ce dernier avançait lentement, avec un regard vide mais déterminé. Chaque mouvement du chirurgien était un présage de mort. Cet air glacé dans la pièce me rappelait à quel point tout cela était réel. Je pouvais voir mon souffle se former dans l'air. Ce n'était pas un cauchemar. Nous allions être les prochains à passer sous le couteau. Je sursautai de peur lorsque le son métallique de la lame frappant un plateau de chirurgie résonna. Le docteur commença à aiguiser la lame avec une précision glaçante, comme s'il l'avait fait des centaines de fois auparavant. Ce qui me terrifiait le plus, c'était son calme. Il n'était pas pressé, mais il était terriblement sûr de lui. Nous étions à lui. C'était difficile pour moi de dire, il faut qu'on fasse quelque chose. Thomas continuait de se battre avec la porte, et Raoul, terrifié, restait immobile à regarder, sans savoir quoi faire. Puis, je vis quelque chose qui me glaça le sang encore plus. Les ombres sur les murs se mirent à bouger. Je ne voyais pas seulement l'ombre du chirurgien, mais aussi celle d'autres personnes, peut-être des patients qui n'avaient jamais quitté cet hôpital. Je les voyais ramper sur les murs. Leurs visages étaient déformés et mutilés, comme s'ils avaient subi les mêmes expériences terribles. L'un des scalpels sur la table glissa et tomba au sol. Le chirurgien s'arrêta immédiatement.
Il me fixa de ses yeux grands ouverts, comme s'il pouvait sentir ma peur. Il n'y avait aucune issue. L'hôpital était vivant, et il nous avait enfermés. Terrifié, je courus vers l'une des tables d'opération et cherchai quelque chose que je pourrais utiliser comme arme. Malgré mes mains tremblantes, je parvins à saisir une pince laparoscopique. Je savais que ce ne serait pas suffisant, mais c'était mieux que rien. C'est à ce moment-là que Thomas réussit enfin à ouvrir la porte. Il la tira si fort qu'elle faillit se renverser. Il cria, « Courez !» et nous nous précipitâmes vers la porte ouverte sans nous arrêter. Le chirurgien se mit à bouger plus vite qu'auparavant en levant sa lame. Je pouvais le sentir derrière moi, son souffle froid effleurant ma nuque. Je savais que nous devions courir à toute vitesse, sinon nous n'en réchapperions pas. Même en traversant la porte, les images et les sons des patients perdus résonnaient encore dans le couloir. Nous courions dans le couloir comme si nos vies en dépendaient, ce qui était le cas. Je pouvais sentir le souffle glacé du chirurgien derrière nous, et je voyais son ombre s'étirer et se déformer sur les murs. Les ombres tordues des anciens patients rampaient le long des murs et murmuraient des choses incompréhensibles. L'hôpital était vivant et ne voulait pas nous laisser partir. Thomas, qui courait en tête, criait à chaque pas, ce qui semblait le faire accélérer. Je pouvais entendre Raoul halter derrière moi, sa respiration lourde trahissant sa fatigue. La peur l'épuisa, et ses pas devinrent plus lents et lourds, comme si une force invisible le retenait. En arrivant au bout du couloir, une nouvelle porte nous bloqua le passage. Peu importe mes efforts, elle était verrouillée. « Ce n'est pas possible !» criai-je, paniqué, en frappant le métal de mes mains. Une fois de plus, nous nous sentions piégés, tandis que l'obscurité derrière nous s'épaississait. Raoul cria, « Il arrive !» mais sa voix se brisa. Je levai les yeux et le vis. Le médecin avançait vers nous, la lame brillant faiblement sous la lumière. Il marchait lentement mais sûrement, comme s'il savait que nous n'avions nulle part où aller. Je savais qu'il nous tenait. C'est à ce moment-là que Raoul, désespéré, se précipita contre la porte et la frappa de toutes ses forces. Thomas et moi essayâmes de l'aider, mais cela ne servit à rien. Le temps nous manquait. Je sentais le froid terrible sur ma nuque, et je savais que le médecin se trouvait tout près. Sa présence nous entourait, c'était comme si l'air devenait plus lourd et plus glacial à mesure qu'il approchait. Il ne nous restait plus qu'une option, nous échapper immédiatement, ou mourir là. Thomas, dans un ultime élan de désespoir, frappa une petite fenêtre à côté de la porte avec la pince qu'il avait ramassée. Le verre se brisa en 1000 morceaux, nous offrant une voie de sortie. Elle était très étroite, juste assez grande pour qu'un seul de nous puisse passer. « Passe le premier !» hurlai-je à Raoul, qui commença aussitôt à se glisser par l'ouverture. Thomas se pressa à travers les éclats de verre pour le rejoindre. J'étais le dernier à sortir, et c'est alors que je sentis une main glacée toucher mon dos. Le chirurgien était à quelques centimètres de moi. Je sautai par la fenêtre et atterris lourdement au sol. Nous nous relevâmes rapidement et prîmes la fuite, sans nous retourner. L'hôpital restait silencieux derrière nous, nous observant, comme s'il savait que nous reviendrions toujours. Il ne nous laisserait jamais vraiment partir. Lorsque nous atteignîmes enfin l'extérieur, l'air frais de la nuit nous frappa comme une bouffée d'oxygène. Nous nous arrêtâmes, essoufflés et tremblants, autant à cause du froid que de la peur intense que nous venions de vivre. Je fixai l'hôpital et vis les lumières clignoter à travers les fenêtres. Dans l'obscurité, je pouvais distinguer la silhouette du chirurgien, debout à la fenêtre, nous observant. Je savais que ce n'était pas la fin. Les morts continueraient à hanter cet endroit terrible, et cela ne s'arrêterait jamais. Il était probable que le médecin ne quitterait jamais cet hôpital. Je n'ai jamais cru que les cris venant de la morgue étaient réels. Nous pensions que les histoires que nous avions entendues sur cet hôpital abandonné n'étaient que des légendes urbaines ou des récits inventés pour effrayer ceux qui osaient s'aventurer là-bas. Mais cette nuit-là, nous avons découvert que certaines histoires cachent des vérités bien pires que ce que nous pouvions imaginer. Nous avons choisi d'entrer tard dans la nuit. L'hôpital était fermé depuis des décennies, et ceux qui avaient assez de courage pour l'explorer évitaient la morgue du sous-sol. D'après les récits, si l'on restait silencieux, on pouvait entendre les cris des âmes prisonnières, des âmes de corps qui n'avaient jamais trouvé le repos. Au début, tout semblait normal. Du moins, aussi normal que possible dans un hôpital sinistre. Les fenêtres brisées laissaient entrer le vent, et son souffle résonnait dans les couloirs vides. Cette odeur d'humidité imprégnait l'air, semblable à celle de tous les autres bâtiments abandonnés que nous avions explorés auparavant. Jusqu'au moment où nous sommes arrivés à l'ascenseur. Cet ascenseur était vieux et rouillé, ses portes à moitié ouvertes à cause de débris obstruant le passage. Nico, à la fois intrigué et effrayé, suggéra, on devrait descendre au sous-sol. Nous savions que la morgue se trouvait en bas, car l'air devenait plus lourd et les ombres paraissaient plus denses. Tout mon corps me disait que nous ne devions pas y descendre, mais personne ne voulait l'admettre. Nous avons donc pris l'escalier, grinçant à chaque pas. L'anxiété montait à mesure que nous approchions du sous-sol.
L'obscurité s'épaississait et l'air devenait plus dense, comme si une brume invisible enveloppait le sous-sol. Quelque chose avait changé quand nous sommes arrivés devant la porte de la morgue. Le silence avait disparu, remplacé par un bourdonnement sourd que nous pouvions à peine percevoir. Le son était faible, lointain, mais il venait indéniablement de l'autre côté de la porte. « Écoutez, vous entendez ça ?» demanda Clara, les yeux fixés sur la porte métallique de la morgue. Je n'osais pas parler, me contentant de hocher la tête. Derrière cette porte, quelque chose nous attendait. Nous savions que nous ne pouvions plus reculer. Nous avons entrouvert la porte avec précaution, et dès que nous avons franchi le seuil, le bourdonnement se transforma en un cri. Un cri de douleur aiguë, profond, indescriptible. L'écho de ce son résonnerait à jamais dans mon esprit, emplissant tout le sous-sol. Le cri emplit la morgue et se répercuta sur les murs, donnant l'impression que le bâtiment lui-même souffrait de la douleur des âmes piégées. Malgré mes jambes tremblantes, j'essayais de rester calme. Je savais que Clara et Nico étaient tout aussi terrifiés, mais aucun de nous n'osait parler, paralysés par la peur. Il y avait quelque chose qui nous poussait à avancer malgré tout, un besoin de comprendre ce qui se cachait réellement dans cet endroit maudit. Peut-être la curiosité, ou peut-être le désir de dévoiler la vérité. La seule lumière dans la morgue venait de nos lampes torchées, qui peinaient à percer l'obscurité. Des brancards métalliques rouillés étaient alignés au centre de la pièce, leurs longues ombres semblaient bouger légèrement dans les ténèbres. Il faisait si froid que je pouvais voir ma respiration se condenser. Nico demanda d'une voix tremblante, « C'était quoi, ça ?» Personne ne voulait dire ce que nous savions tous. Les cris étaient réels. C'étaient ceux que nous avions entendus tant de fois dans les histoires. Nous devions les affronter. Nous nous sommes approchés des tiroirs où les corps étaient conservés. Certains étaient ouverts, comme si les cadavres avaient été sortis à la hâte ou, pire encore, qu'ils étaient partis seuls. Un frisson me parcourut l'échine, et la peur s'empara de moi. La porte de l'un des tiroirs au fond de la pièce claqua brusquement, comme si une force invisible l'avait poussée. Le bruit résonna si fort que je sursautai. Clara recula d'un pas, mais ses yeux restaient rivés sur l'endroit d'où venait le bruit. Elle murmura, « Ce n'est pas normal, il faut partir », mais ces mots se perdirent dans l'air froid et épais. Le murmure revint, plus fort et plus proche. On aurait dit qu'il venait du cœur de l'hôpital lui-même, comme s'il murmurait ses horreurs et ses secrets. Je levai les yeux et le vis. Pas seulement une ombre, bien plus que cela. Une silhouette grande et mince, debout au fond de la morgue. Difficile à distinguer dans la pénombre, mais elle était bien là. « Nico, Clara, vous le voyez ?» murmurai-je à peine. Les deux acquiescèrent lentement, sans détourner le regard de ce qui nous observait. Puis, soudainement, un autre cri terrifiant retentit, si fort que nous dûmes nous boucher les oreilles. Le son était comme la douleur incarnée, un être ou une chose souffrant au-delà de l'imaginable. Les lumières de nos lampes torchées se mirent à clignoter. La silhouette disparut dès que la morgue replongea dans l'obscurité. Pourtant, nous savions qu'il n'était pas vraiment parti. Il nous attendait. Le son du cri s'estompa, mais je continuais à l'entendre résonner dans ma tête. Le silence qui suivit était encore pire. C'était comme si l'hôpital attendait que nous fassions un mouvement. Les lampes continuaient à vaciller, et il devenait difficile de respirer dans cette lumière vacillante. Même si nous ne pouvions pas le voir, il était évident que quelque chose se trouvait avec nous. Clara murmura d'une voix basse, « Il faut qu'on sorte d'ici. » Son visage exprimait une terreur profonde. Mais au fond de moi, je savais que ce ne serait pas si simple. L'hôpital ne nous permettrait pas de partir. Il faisait de plus en plus froid. Ce froid n'avait rien de naturel. Ce n'était pas que la pièce était fraîche, c'était comme si toute la chaleur avait été aspirée. Soudain, nous entendîmes un son bien plus terrifiant que les cris. Quelqu'un prenait une grande inspiration. La peur me fit croire un instant que c'était moi, mais non. Il était juste derrière nous. « Vous entendez ça ?» demanda Nico, la lampe tremblant dans sa main. Chaque poil de mon corps se hérissa tandis que je hochais lentement la tête. Nous regardions dans la direction du bruit, mais il n'y avait rien. Juste l'espace vide, l'obscurité et ces vieux brancards qui semblaient bouger par eux-mêmes. Mais les respirations continuaient. Elles étaient lourdes, comme si quelqu'un ou quelque chose avait du mal à respirer. Je savais que ce n'était pas dans ma tête. Il était là, avec nous. Nico, Clara. Je tentais de parler, mais les mots étaient difficiles à prononcer. Je savais ce qui allait se passer avant même que cela n'arrive. Tout devint noir lorsque toutes les lampes s'éteignirent simultanément. Nous étions terrifiés. Plongé dans une obscurité totale, je sentais mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Les respirations étaient plus proches, comme si elles étaient juste à côté de nous, cachées dans l'obscurité. Puis, il y eut un bruit sec. Une chute. Il y avait quelque chose d'autre là-bas, nous ne savions pas quoi. Clara se mit à hurler, et avant que je puisse réagir, la lampe de Nico se ralluma. Ce qu'elle éclaira me coupa le souffle un instant. La silhouette était revenue. Toujours là. Cette fois, elle était plus proche.
C'était une forme grande et fine qui semblait absorber la lumière, et je pouvais en distinguer les contours. Elle n'était pas sans visage. Elle semblait être une partie de l'obscurité, quelque chose qui n'appartenait pas à notre monde. « Courez !» criai-je, mais la peur me paralysait. Clara me tira par le bras, et je me mis enfin à bouger. Nos lampes tremblaient dans nos mains alors que nous courions vers la porte de la morgue. Nos pas résonnaient dans tout l'hôpital, mais il y avait autre chose qui nous suivait. Les ombres semblaient se mouvoir à notre rythme. Alors que nous courions, je sentis quelque chose de froid frôler mon dos. Je savais que si je regardais en arrière, je verrais des choses que je n'aurais jamais dû voir. Même si nous courions à toute vitesse dans le couloir, je savais que nous ne nous éloignions pas vraiment. Je sentais une ombre grandir derrière nous à mesure que nous avancions. Clara continuait de me tirer par le bras, sa respiration était saccadée. Nico ouvrait la voie, sa lampe torche éclairant le chemin. Mais l'air devenait de plus en plus froid, et l'hôpital semblait se tordre autour de nous, comme s'il voulait nous emprisonner. Nico cria, « Par ici », en pointant une porte au bout du couloir. Mais lorsqu'on arriva, elle se claqua violemment devant nous. Le bruit résonna dans tout l'hôpital, et je sus que nous étions piégés. Il n'y avait plus d'issue. Il devenait difficile de respirer, car le bruit de la respiration emplissait le couloir. Il était juste derrière nous. Clara me regarda, le visage pâle et terrifié. « On ne peut pas rester ici », dit-elle, mais sa voix tremblait tellement que les mots étaient à peine audibles. Nous essayâmes à nouveau d'ouvrir la porte, mais elle était complètement bloquée. C'était comme si l'hôpital l'avait scellée. Le couloir se remplit soudain du son d'un objet traîné sur le sol. Il avançait vers nous lentement mais sûrement, tout droit sorti de la morgue. Je ne pouvais pas le voir, mais je savais que si nous ne faisions rien, nous finirions comme les autres âmes perdues de ces histoires. « Nico, il y a une autre sortie, n'est-ce pas ?» J'essayais de rester calme en posant la question. Mais il n'y eut aucune réponse. Je regardais autour de moi et réalisais que Nico n'était plus là. Il avait disparu, comme si l'hôpital l'avait emporté quand nous ne faisions pas attention. « Nico !» Clara et moi criâmes en même temps, mais seul l'écho répondit à nos appels. La peur nous envahit. Quand avait-il disparu? Pourquoi ne l'avions-nous pas remarqué? Les lumières clignotèrent à nouveau, et pendant ce bref instant, nous le vîmes. Nico se tenait au bout du couloir, mais ce n'était plus vraiment lui. Sa tête était inclinée sur le côté, et son corps semblait rigide, comme si quelque chose le maintenait debout. Sa peau était aussi pâle que celle d'un cadavre, et ses yeux étaient vides et ternes. Clara cria « Nico », mais il ne répondit pas. La façon dont il bougeait, d'une manière lente et mécanique, donnait l'impression qu'il était contrôlé par quelque chose d'autre. Et soudain, tout devint clair. Ce n'était plus Nico. L'ombre que nous avions vue auparavant était là avec nous, et je la sentais sur ma nuque. Nico s'arrêta devant nous. Il ouvrit lentement la bouche, et un son étrange en sortit. Ce n'était pas sa voix, c'était un cri, un écho profond et troublant qui résonnait comme des milliers de voix parlant en même temps. « Cela ne peut pas être réel ?» murmura Clara, reculant d'un pas. Nous savions que nous devions fuir, mais l'horreur de voir notre ami transformé en quelque chose d'inconnu nous paralysait. Il était devenu le réceptacle de la malédiction qui hantait ce lieu. Nico n'était plus le même. Son corps avançait lentement et mécaniquement vers nous, mais ses yeux vides semblaient nous fixer avec une intention sombre et malveillante, qui ne provenait pas de ce monde. Clara tremblait à côté de moi, incapable de comprendre ce que nous voyions. Moi non plus, je ne pouvais pas le croire. C'était comme si l'hôpital l'avait absorbé, comme si Nico n'était plus vivant. Le cri qui s'échappait de sa bouche ne venait pas de lui. Il était profond et rempli de souffrance, comme si toutes les âmes piégées dans la morgue utilisaient son corps pour se faire entendre. Il était impossible de comprendre ce que ces voix disaient, mais je savais à cet instant que l'hôpital ne nous laisserait pas partir vivants. Les murs semblaient respirer et se refermer sur nous, comme s'ils étaient vivants. « Courez !» criai-je en attrapant le bras de Clara pour l'éloigner de Nico. Mais chaque pas devenait plus difficile que le précédent. L'air était si lourd que respirer devenait presque impossible, et les ombres semblaient nous poursuivre à chaque mouvement. La seule direction que nous connaissions pour fuir était celle de la morgue. Les vieux brancards étaient toujours à leur place, mais quelque chose avait changé. On aurait dit que des silhouettes se levaient des ombres qui se glissaient entre les brancards. Dans les murmures et les gémissements, je pouvais percevoir la douleur et le désespoir. Nous devions sortir de là. « Où est la sortie ?» cria Clara, mais il n'y eut aucune réponse. Tout ce que je savais, c'est que nous devions continuer à avancer ou finir comme Nico. C'est à ce moment-là que les lumières clignotèrent de nouveau, et pendant un bref instant, nous vîmes ce qui se cachait dans l'ombre. Des personnes qui semblaient être d'anciens patients s'avançaient lentement vers nous depuis les ténèbres, leur corps enveloppé dans des linceuls. Leur corps meurtri était tordu et déformé, coincé entre la vie et la mort. Leurs mains osseuses se tendaient vers nous, comme s'ils voulaient nous entraîner avec eux dans leur agonie. Soudain, quelqu'un ou quelque chose fit bouger la porte au bout de la morgue, l'ouvrant d'un coup. Sans réfléchir,
nous nous précipitâmes vers elle. L'effort brûlait mes poumons. Je refusais de regarder en arrière, sachant que quelque chose nous poursuivait. Si je me retournais, je savais que je verrais des choses que je ne devais pas voir, et je n'étais pas sûr de sortir vivant si je le faisais. Après avoir franchi la porte, nous atteignîmes enfin les escaliers qui menaient au 2e étage. Nous montions les marches 2 par 2, sentant les ténèbres nous suivre de près. Les cris résonnaient encore, mais l'air devenait légèrement plus respirable. Nous étions presque libres. J'étais certain que nous aurions une chance si nous atteignions la sortie. À l'entrée principale de l'hôpital, la porte s'ouvrit soudainement devant nous. Nous aurions pu nous échapper dans la nuit froide, mais l'hôpital refusait de nous laisser partir. Juste avant de franchir la porte, je sentis quelque chose m'agripper la jambe. Je ne pouvais pas voir ce qui me retenait. « Ne t'arrête pas » hurla Clara, utilisant toute sa force pour me tirer par le bras. Le froid qui enserrait ma jambe se dissipa, et nous pûmes enfin quitter l'hôpital. Nous tombâmes à terre, haletants, secoués de peur et de soulagement. Nous nous relevâmes rapidement et continuâmes à courir jusqu'à ce que l'hôpital disparaisse de notre vue. Même entourés de l'air frais de la nuit, nous pouvions encore entendre les cris et apercevoir les silhouettes. Je savais que l'hôpital restait là, silencieux, prêt à accueillir son prochain patient. Les cris résonnaient encore dans mon esprit. Et j'étais sûr qu'il continuerait à le faire pour toujours. Il n'y avait aucune chance que j'entre dans le pavillon sombre. Les histoires disaient que cet endroit était le plus maudit de tout l'hôpital. Ceux qui avaient eu le courage de l'explorer parlaient toujours de la même personne, une infirmière qui y travaillait jusqu'à sa mort. Ce soir, vouloir le voir de mes propres yeux était une erreur. La partie la plus ancienne de l'hôpital abandonné était l'aile sombre, où, autrefois, les patients psychiatriques les plus dangereux étaient enfermés. On disait que les cris de ceux qui avaient été torturés et soumis à des expériences résonnaient encore dans les couloirs. Mais la véritable histoire, c'était celle de l'infirmière. On racontait qu'elle était morte de façon étrange en essayant d'aider l'un des détenus. Depuis, certains disaient l'avoir vue déambuler dans les couloirs, les mains ensanglantées, toujours vêtue de son uniforme. Personne ne savait vraiment ce qui s'était passé. À notre arrivée, l'hôpital était en ruine. Le vent soufflait dehors, et les rideaux déchirés flottaient comme des fantômes dans la lumière pâle. Il faisait plus frais que ce qu'on aurait attendu pour une nuit d'été. J'avais envie de faire demi-tour, mais je ne pouvais pas. Mon désir de découvrir la vérité était trop fort. Nous étions 4, Eva, Pablo, Raquel et moi. Bien que nous nous connaissions depuis longtemps, seule Eva et moi avions entendu les histoires sur le pavillon sombre. Les autres pensaient qu'il ne s'agissait que de contes. Au début, nous avons ri, mais l'atmosphère changea dès que nous franchîmes la porte d'entrée du pavillon. Les couloirs étaient plongés dans une obscurité totale. Le silence était si profond qu'on avait l'impression que tout l'hôpital écoutait chacun de nos pas. Ce n'était pas seulement la noirceur qui nous effrayait, on sentait une présence, comme si quelqu'un nous observait. Je savais que nous n'étions pas seuls dès que nous avions franchi le seuil. Eva fut la première à parler. Elle avait toujours été la plus courageuse du groupe. Elle s'arrêta au milieu du couloir et dit « Ça ne me plaît pas ». Elle était toujours partante pour une aventure, donc ce n'était pas son genre de réagir ainsi. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui me mit mal à l'aise. Un bruit doux rompit le silence avant que je ne puisse répondre. Il venait de l'autre bout du couloir. C'était presque un murmure, mais suffisamment fort pour me glacer le sang. « Vous avez entendu ?» demandai-je, et tout le monde acquiesça, les yeux écarquillés. Le murmure continuait de revenir, de plus en plus fort à chaque fois. Même si je ne pouvais pas comprendre les mots, je reconnaissais le ton. La voix appartenait à une femme. Le murmure revenait, s'intensifiant à chaque fois. Il était évident que la voix appartenait à une femme. L'infirmière. Nous restâmes silencieux, essayant de deviner d'où venait le son. L'air semblait devenir plus épais, plus lourd à chaque seconde, comme si quelque chose nous serrait la gorge de plus en plus. Personne ne parlait, mais nous savions tout ce qui se passait. Nous n'étions pas seuls. Raquel murmura, « On doit partir ». Sa voix tremblait. C'était la première fois que je la voyais réellement effrayée. Pablo tenta de la rassurer, mais il ne parvint pas à dissimuler la peur qui nous envahissait tous. Les murmures ne cessaient pas. Ils venaient de partout, résonnant contre les murs moisis, mais semblaient toujours se diriger droit sur nous. Depuis notre entrée dans le pavillon, Eva était restée silencieuse. Elle fit quelques pas vers l'endroit d'où provenaient les murmures. « Ce n'est pas possible, ce n'est pas réel », répétait-elle comme pour se convaincre que tout cela n'était qu'un rêve. Mais ce n'était pas le cas. Les lumières de nos lampes torchées vacillèrent soudain, nous faisant sursauter. Pendant ce bref clignotement, j'aperçus quelque chose. Quelque chose qui me figea sur place. À l'autre bout du couloir, dans la pénombre, se tenait une silhouette difficile à distinguer. Grande et mince, elle portait une vieille tenue d'infirmière. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je savais qu'elle nous observait. « Vous l'avez vue ?»
demandai-je, mais ma voix était faible. Je le vis dans leurs yeux, mais personne ne répondit tout de suite. Eux aussi, ils l'avaient vu. La voix s'arrêta brusquement, laissant place à un silence encore plus terrifiant. Le couloir devant nous était vide, mais la peur était palpable, aussi réelle que le froid qui nous glaçait. Eva recula, et alors qu'elle allait nous dire de partir, les portes au bout du couloir s'ouvrirent brusquement. Nous fîmes quelques pas en arrière alors que le bruit métallique résonnait à travers le hall. « Ça ne va pas, ça ne va pas », répétait Raquel, cette fois complètement terrifiée. Je comprenais pourquoi elle réagissait ainsi. Même si j'étais pétrifié par la peur, quelque chose nous retenait sur place. C'était plus fort que notre terreur. J'avais la sensation que nous devions partir, mais nous choisîmes de continuer vers les portes ouvertes sans nous arrêter. Je pouvais sentir une présence qui ne voulait pas que nous restions là, mais qui, en même temps, semblait nous inviter à rester. C'était là, dans le couloir sombre au-delà. À chaque pas, j'avais l'impression que nous nous rapprochions de quelque chose d'irréversible, qui nous changerait à jamais. Une nouvelle rafale de froid s'engouffra lorsque nous franchîmes les portes. L'hôpital nous entourait. Je savais que nous étions au centre de ce couloir sombre. Les brancards étaient vieux et sales, mais les draps posés dessus semblaient trop propres, comme s'ils venaient d'être installés. Il y avait un lit vide au centre de la pièce. Les sangles de cuir étaient déchirées, donnant l'impression que quelque chose ou quelqu'un s'en était échappé. Puis nous l'entendîmes. Des pas lents derrière nous, progressant doucement. Les pas résonnaient doucement à travers l'hôpital, et à chaque son, je sentais la terreur monter en moi. Ce n'était pas seulement la peur, mais aussi une impression que quelque chose d'ancien et de sinistre se trouvait ici bien avant notre arrivée. Les pas progressaient lentement, résonnant dans la pièce, nous paralysant. Eva fut la première à remarquer le bruit et se retourna rapidement pour voir d'où il provenait. La silhouette était revenue, au bout du couloir. Cette fois, je la distinguai nettement. Elle portait une tenue d'infirmière, et le sang sur son uniforme blanc semblait briller dans l'obscurité. Mais ce qui me glaça le sang, c'était son visage. Elle n'avait pas d'yeux, juste deux trous vides qui semblaient nous fixer, et sa bouche était tordue en un sourire terrifiant. Pablo cria, « On doit sortir d'ici », mais nous étions paralysés par la peur. L'air devenait de plus en plus froid et lourd à mesure que l'infirmière s'approchait lentement. Chaque pas résonnait comme un écho. Je sentais le désespoir nous envahir. Les lumières clignotèrent à nouveau, et la silhouette disparut un instant. Mais nous savions tous qu'elle n'était pas vraiment partie, qu'elle jouait avec nous. Ce bref moment de ténèbres nous fit cependant réagir. « Courez !» criai-je, et nous nous retournâmes tous pour courir de l'autre côté du couloir. J'entendais non seulement nos pas rebondir contre les murs, mais aussi autre chose. Sa respiration. Elle était lourde et prolongée, comme si elle se rapprochait de nous à chaque instant. Alors que nous courions à travers les couloirs de l'hôpital, nous ne regardions pas en arrière. Nous avions l'impression de nous perdre dans un labyrinthe. Avec la lumière de nos lampes torchées, les ombres sur les murs semblaient bouger et s'étendre, comme si elles cherchaient à nous attraper. Eva cria, « Par ici », et indiqua une porte latérale. Nous la suivîmes sans réfléchir. Nous entrâmes dans une petite salle de repos, et la porte se referma derrière nous. Le silence retomba. L'air dans la pièce était lourd, comme si quelque chose d'imminent allait se produire. L'infirmière ne nous poursuivait plus, mais nous savions qu'elle n'avait pas abandonné. Pas vraiment. Nous étions toujours attirés par l'aile sombre. Je fouillais la pièce à la recherche de quelque chose, n'importe quoi qui pourrait nous aider à sortir de ce cauchemar. Pablo tentait de calmer Raquel, qui se tenait dans un coin, respirant profondément. C'est alors que je la vis. Une vieille photo accrochée au mur. Elle montrait un groupe d'infirmières posant à côté de patients, souriantes. Mon cœur rata un battement en reconnaissant l'une d'entre elles. C'était la même infirmière que nous avions vue plus tôt. La photo montrait un visage plus jeune, mais reconnaissable. Les mêmes yeux vides. Le même sourire tordu. « Eva, regarde ça », murmurai-je en pointant la photo. Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre bruit retentit. Le son d'un fauteuil roulant lentement dans le couloir, juste à l'extérieur de la pièce. À mesure que le bruit se rapprochait, l'air glacial revint dans la salle. Nous n'entendions que le grincement du fauteuil roulant progressant dans le couloir, comme si le temps s'était étiré à l'infini. Chaque bruit métallique faisait battre mon cœur plus vite, chaque son était plus terrifiant que le précédent. L'infirmière était là dehors, faisant écho à sa présence, et nous étions coincés dans la petite salle de repos. Pablo essayait de rester calme, mais ses yeux trahissaient la peur qui nous habitait tous. Raquel, pâle et tremblante, s'accrochait à lui. « Ça ne peut pas être réel », murmurait-il d'une voix faible, comme s'il espérait qu'en le disant à voix haute, cela nous ramènerait dans un cauchemar dont nous pourrions nous réveiller. Pourtant, nous savions que tout cela était bien réel. Juste devant la porte, le grincement s'arrêta soudainement. La pièce était si silencieuse qu'il devenait difficile de respirer. J'avais l'impression que l'air devenait plus épais. Nous avions tous peur de bouger.
Nous savions ce qui était là dehors. C'était quelque chose que nous avions vu. Il faut partir d'ici, siffla Eva, rompant le silence. Mais avant qu'elle puisse dire autre chose, la porte s'ouvrit lentement dans un craquement qui nous glaça le sang. Le couloir sombre semblait s'étendre à l'infini, mais une présence malveillante y régnait. C'était comme si elle était là, même si je ne pouvais pas la voir. « Vous l'entendez » demanda Raquel d'une voix tremblante. Nous répondîmes tous par un « oui » à peine audible. Nous pouvions entendre une respiration lourde et profonde provenant du couloir, mais sans pouvoir en localiser la source. L'infirmière semblait être à la fois ici et ailleurs. Il y eut un nouveau flash de la lampe torche d'Eva, et à ce moment-là, je vis quelque chose qui me fit presque crier, mais je ne pouvais pas. Dans le couloir, les ombres bougeaient, mais pas comme avant. Cette fois, elles prenaient des formes humaines, des corps tordus qui semblaient s'étendre du sol au mur, comme si l'hôpital était vivant. Dans l'obscurité, des silhouettes de patients semblaient nous appeler de l'autre côté. « Courez !» criai-je, et nous sortîmes de la pièce, dévalant le couloir à toute vitesse. Les pas lourds de l'infirmière résonnaient derrière nous, ainsi que ceux de mes amis. Elle avançait lentement mais sûrement. Je savais que si nous ne nous échappions pas, elle finirait par nous rattraper. L'hôpital ressemblait à un labyrinthe sans fin. Nous essayions toutes les portes, mais elles étaient toutes verrouillées, et chaque chemin nous ramenait au même endroit. Il n'y avait pas de sortie. J'avais l'impression que l'hôpital nous guidait quelque part, contre notre volonté. Finalement, nous arrivâmes devant une grande porte double, notre dernière chance de fuir. Pablo la frappa de toutes ses forces pour l'ouvrir. « Allez, allez !» criait-il, mais la porte restait obstinément fermée. Derrière nous, on entendait le brancard se rapprocher. Nous savions que le temps nous était compté. « Là-bas !» cria Eva, en désignant un mur avec une petite fenêtre en hauteur. Nous n'avions pas d'autre choix. Pablo grimpa le premier, ouvrant la fenêtre. Dès qu'il fut sorti, il commença à aider chacun de nous à passer. Eva passa en premier, puis Raquel. Je restai près de la porte pour surveiller. Le bruit se rapprochait de plus en plus derrière la porte, et je savais que l'infirmière n'était qu'à quelques pas de l'autre côté. Je savais que le temps était compté. Même si Eva et Raquel étaient déjà passées par la fenêtre, les pas de l'infirmière se rapprochaient de plus en plus de l'autre côté de la porte. Le froid s'intensifiait à l'arrière de mon cou, et je pouvais sentir sa respiration derrière moi. J'avais trop peur pour regarder en arrière. « Pablo, dépêche-toi !» criai-je en tendant la main pour qu'il m'aide à grimper. La porte commença à trembler, comme si quelque chose ou quelqu'un était sur le point de la forcer, et le grincement du brancard se faisait de plus en plus proche. J'attrapai la main de Pablo et commençai à me hisser vers la fenêtre. Je pouvais déjà sentir l'air froid de la nuit sur mon visage, mais avant que je puisse sortir complètement, la porte s'ouvrit brusquement. Je la vis. L'infirmière se tenait au bout du couloir. Son visage, ou ce qu'il en restait, ressemblait à quelque chose sorti d'un cauchemar. Elle n'avait plus que 2 orbites noires et vides à la place des yeux, et sa bouche était tordue en un sourire effrayant. Elle avançait lentement, traînant les pieds. Cette fois, elle tenait quelque chose dans les mains. Un couteau aussi vieux que l'hôpital, couvert de sang. Je savais que si je ne sortais pas à cet instant précis, je n'y survivrais pas. Pablo me poussa brutalement à travers la fenêtre, et je tombai lourdement sur le sol à l'extérieur. C'est à ce moment-là que je l'entendis. Un cri. Ce n'était pas le mien, ni celui d'Eva ou de Raquel. C'était celui de Pablo. Je me retournai pour regarder par la fenêtre. Pablo n'avait pas réussi à s'échapper. Je le vis à l'intérieur, avec l'infirmière debout à côté de lui. Elle tenait la lame et la rapprochait lentement mais sûrement de son cou. « Non !» criai-je en essayant de revenir vers la fenêtre, mais Raquel et Eva me retinrent et me tirèrent en arrière. « Tu ne peux pas y retourner. » Eva me dit, les yeux remplis de larmes, « C'est déjà trop tard. » Le cri de Pablo s'arrêta brusquement, et la fenêtre se referma aussitôt. Comme tant d'autres avant lui, Pablo avait été emporté par l'hôpital. Nous fuyions l'hôpital, trop effrayés pour oser regarder en arrière. Je pouvais encore entendre le cri de Pablo. Nous étions accablés de remords, mais nous ne pouvions plus rien pour lui. Il avait été pris par l'aile sombre. Lorsque nous atteignîmes enfin le bout de la rue, je remarquai quelque chose qui fit glacer mon sang encore davantage. L'hôpital nous observait, à chaque instant. À travers la fenêtre par laquelle nous étions sortis, je distinguai une silhouette. L'infirmière se tenait dans l'obscurité, nous regardant. Son uniforme était taché de sang. Je savais qu'elle nous fixait, même si elle n'avait pas d'yeux. Nous n'approchâmes plus jamais de l'aile sombre après cette nuit-là. Mais depuis ce soir-là, je sens sa présence, comme si l'hôpital m'avait marqué. Lorsque je fais des cauchemars, je revois parfois ce sourire tordu, et je sais que l'infirmière est encore là, attendant. Peut-être pas nous, mais la prochaine personne qui pénétrera sans le savoir dans son domaine.